Bonjour les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de Radio Maki, voilà, qui est marqué par un petit peu l'urgence. L'urgence que nous impose ce projet de loi qui arrive, le projet de loi Castex. Alors voilà, hier je vous parlais de la psychiatrisation de l'opposition. J'ai trouvé ça particulièrement suspect, pardonnez-moi, qu'il y ait tout un chapitre sur l'internement. Alors c'est vrai que le chapitre sur l'internement n'est pas directement relié au reste de la loi, mais c'est quand même bizarre qu'il passe dans le même texte de loi, euh, ben, dans le même texte de loi que dans le même texte que cette loi qui dit qu'en fait maintenant vous aurez plus de secret médical dans la mesure où, enfin, le secret médical sera atténué dans la mesure où ils pourront voir si vous êtes vacciné ou pas et commencer à vous mettre la pression, vous mettre sur des listes, etc. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la confiance. La confiance, chers amis. Alors moi, vous ne connaissez certainement pas, hein, la confiance que vous pouvez avoir dans ce que je vous dis est toujours très relative, et ça, je l'admets parfaitement. Par contre, la confiance que vous pouvez avoir dans votre médecin, ou la confiance que vous pouvez avoir vis-à-vis du gouvernement, elle, en général, je pense que vous attendez un niveau un petit peu plus élevé. Voilà. Et justement, et là, il est question qu'on regarde un petit peu ce qu'il en est. Des gens qui se font, on en a parlé hier, des gens qui se font interner comme Fourtillan, des gens qui se font interner parce que parfois ils ont des petits problèmes, ils ont des petits problèmes XY, ils ont des moments d'absence et leur famille a envie de s'en débarrasser. Ça arrive. Est-ce qu'il faut jeter le discrédit sur tous les médecins, même qui permettent ce genre de choses? Je ne pense pas, d'accord? La plupart des médecins sont toutefois consciencieux. Le problème des médecins, c'est qu'ils sont aussi beaucoup manipulés par l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que quand vous voulez être chercheur, euh, votre destin est lié à l'industrie pharmaceutique. Les médecins aussi travaillent à la chaîne. Ils font, par exemple, quand vous êtes médecin de campagne, vous gagnez mal votre vie, et quand vous êtes médecin de ville, et ben, il faut travailler à la chaîne, il faut faire une consulte tous les quarts d'heure pour pouvoir payer votre loyer, quoi. Parce que la consulte, elles sont capées à 23 €. Si vous voulez être, vivre bien en fait, vivre bien, faut travailler très dur. Et donc, les médecins n'ont pas forcément le temps, pas nécessairement le temps de passer en fait, de passer leur temps à lire des études. C'est bien le problème. Et quand ils lisent les études, en fait, ils les lisent pas la plupart du temps, en tout cas pas les généralistes. Et non, ils les lisent pas. Et en fait, ce sont les visiteurs médicaux qui arrivent et qui leur disent, tenez, il y a ci et ça qui sait faire, on en a fait un médicament, donnez-le à vos patients. Et les médecins, ils acceptent ça parce que, en fait, il y a une transmission de l'autorité. Ils s'attendent à ce que, eux, ils ont une autorité aussi vis-à-vis de leurs patients, et ils vont pas commencer à faire part de leurs hésitations. Même si des scandales médicaux, il y en a déjà eu. Même si Pfizer a été condamné à 4,6 milliards d'euros d'amende ces 15 ou 20 dernières années. Donc on voit que c'est pas une entreprise honnête. Et un pharmacien m'avait dit qu'ils avaient même deux circuits de visiteurs médicaux, à eux seuls, dans le monde entier. Donc quand on vous dit oui, mais dans ce pays, dans le monde entier, ils font tous la même chose, oui, dans le monde entier, c'est Pfizer qui dicte, Pfizer et McKinsey, qui est une antenne de la CIA, hein, qui dicte les politiques médicales, en fait, des différents gouvernements. Donc ça, c'est un secret pour personne. Vous regardez ce qu'est McKinsey, vous savez très bien les rapports aujourd'hui qu'il y a entre McKinsey France et le Conseil d'État vis-à-vis avec le père et le fils Fabius. Chose sur laquelle notre ami Jacques Attali n'a pas voulu répondre et a traité celui qui lui a posé la question de complotiste. Donc, il y a une réalité. Il y a une réalité de cette collusion, de cette corruption et de cette oligarchie financière qui passe par dont Big Pharma et l'arme. On sait aussi très bien le fait, j'en ai parlé je crois hier, que Macron s'est fait sa fortune personnelle grâce à un deal entre Pfizer et Nestlé. Donc Macron est personnellement redevable à Pfizer.
Macron est l'employé de Pfizer, donc avoir comme président l'employé de Big Pharma, moi, je suis encore content de pouvoir vous parler. Voilà. Il y a un moment, c'est dans la logique des choses qu'au bout de 4 ans, après avoir menti et triché euh, autant que possible, il essaye de nous faire taire. D'accord? Il essaye de mettre fin à la démocratie et de vous faire prendre sa soupe. Ça fait partie du jeu, en fait. Ce sont des conséquences logiques. Alors, le problème, c'est que maintenant, il faut savoir. Alors, en fait, on a tous différents médecins. C'est-à-dire que vous avez votre généraliste euh, et vous avez vos spécialistes. Certains, par exemple, je ne sais pas si vous avez beaucoup de problèmes d'yeux, vous allez beaucoup chez l'ophtalmo. Si vous avez beaucoup de problèmes de dents, vous allez beaucoup chez le dentiste, etc. Euh, il y a un moment donné, il faut que, malgré l'air revêche et supérieur de votre médecin, il faut que vous sondiez un petit peu qui il est. Et surtout, est-ce qu'il va vous dénoncer si vous lui dites que vous êtes anti-vax ou que la troisième dose, vous n'allez pas la faire. Parce que aujourd'hui, on n'en est pas loin qu'on demande aux médecins de signaler les réfractaires. Donc ça, c'est une vraie question qu'il va falloir vous poser. Euh, C'est-à-dire que je ne pense pas que la profession de médecin est une profession délatrice par essence. Toutefois, là aussi, les médecins ayant été très attaqués dans leur statut social, ils sont devenus très dépendants du gouvernement. On sait que, se rappelle, les infirmières se sont fait taper dessus il y a 2 ans. Les médecins se sont fait envoyer bouler pour toutes les réformes qu'ils voulaient. Castex est celui qui a fait comment dire, la T2A, là, je crois. Bon, bref, il a rendu. Je ne me rappelle plus exactement. Je ne veux pas vous faire tout un cours sur la T2A. Mais il a encore rendu la profession encore plus administrative, encore plus encadrée. Et puis là, le gouvernement a dit aux médecins, non mais en fait, grâce à la vaccination, vous allez vous faire un gros, gros billet. Et il a acheté toute la profession des généralistes avec ça. Et il sait très bien aussi que lorsqu'il dit que les généralistes non vaccinés, ceux qui sont en première ligne sur les effets secondaires, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, d'accord, avec les infirmières et les pompiers, quand il leur dit, bah, en fait, je vous prive de votre travail, euh, voilà, il y a la carotte et le bâton, ça se voit, ça se voit. Donc, il y a un moment donné, bah, peut-être que vous allez vous retrouver entre le marteau et l'enclume. Donc, réfléchissez bien à ce que vous dites. Euh, il y a aussi une autre question que moi qui s'est posée et qui se pose beaucoup quand j'en parle autour de moi, c'est-à-dire quelles sont les croyances de votre médecin. Est-ce qu'il est patriote? Est-ce qu'il en a rien à faire de son pays et des droits des gens en général? Est-ce qu'il a des barrières un tant soit peu spirituelles? Voilà. Si votre médecin il est patriote, c'est un bon point. Si il est croyant, c'est peut-être aussi un bon point. Si vous voyez que c'est un gros vénal, réfléchissez à ce que vous lui dites. Peut-être c'est le moment de changer de médecin traitant. Voilà. Parce que, par exemple, j'avais discuté avec un jeune homme qui me racontait que son médecin de famille, c'était son oncle, et que l'oncle avait piqué toute la famille pour pouvoir s'acheter une Porsche. Parce que il y a une époque, en fait, avant le mois d'avril, euh, je crois qu'on pouvait toucher environ 40 euros par vaccination le week-end. Donc en un week-end, il y a un médecin des Bouches-du-Rhône qui s'était fait 9 000 euros. C'était un stack à novice, lui. Il faisait une vax tous les 4 minutes. Du coup, c'était un tel, d'après les termes des journalistes eux-mêmes, un tel pillage en règle de la sécurité sociale, que même la sécurité sociale était obligée d'encadrer le truc. Et il y a des médecins qui ont réussi à se gaver. Et ben, le petit gars à qui je parlais, lui, c'était le neveu d'un de ces médecins-là. Et le médecin avait, sans coup férir, piqué, parce que on va reparler enfin, piqué absolument toute sa famille, notamment le grand-père, qui avait vu une bonne résurgence, bonne métastase de ses cancers autrefois guéris. Alors on sait, enfin, ça a été une des, comment dire,
une des questions qu'a posé Montagnier, quand même, prix Nobel. Alors, certains disent qu'il est gâteux, mais quand même prix Nobel de médecine, c'est pas rien. Et il a encore la force d'aller sur les plateaux discuter. Et quand il discute, il n'est pas en train de raconter n'importe quoi. D'accord? Donc, quand il passe chez Berkoff le 17 novembre dernier, émission d'ailleurs qui a été censurée par YouTube, émission de Sud Radio qui a été censurée par YouTube, ça devrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille, d'accord? L'émission censurée par YouTube de Berkoff, il dit les vaccins, c'est lié à toute cause de mortalité, à bien des causes de mortalité, Creutzfeldt-Jakob, ADE, donc syndrome de fragilisation de l'organisme, en fait, spécialement vis-à-vis du Covid, donc ce qui fait que vous rentrez dans un cercle vicieux quand vous faites vacciner, parce que vous êtes de plus en plus sensible au Covid. Voilà, là, ça se voit, c'est attesté, là, un article dans le Daily Exposé, ou le journal anglais, où le gouvernement allemand vient d'attester l'ADE, l'existence de l'ADE, c'est-à-dire que en fait, les vaccins sont quasiment contre-productifs vis-à-vis du Covid. Ok? Donc, c'est des vraies questions des vraies questions à se poser, mais on vous dit non, mais il n'y a que la vaccination, chers amis. Donc voilà, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut la peine pour juste aller prendre des cafés, aller au resto? Est-ce que vous pouvez pas vous passer pendant peut-être 6 mois de resto pour rester en vie? Ça, c'est une vraie question. Une vraie question, ou du moins le temps qu'on boit, quels sont les effets du truc? Les effets de la soupe. Je parlais de ce médecin. Voilà, ce médecin, c'est bon, voilà, lui, ce petit gars à qui je parlais, son oncle était médecin et c'était une ordure. Donc, ben, c'est pas facile à encaisser. Voilà, c'est pas facile à encaisser. Quand votre médecin, alors il y a un moment, même si vous discutez avec votre médecin et que votre médecin vous dit oui, il serait bien d'avoir une puce sous la peau, essayez de le faire réfléchir sur cette question-là. Voilà. Est-ce que revenir aux bonnes vieilles techniques des camps de concentration avec le matricule sur le bras gauche, c'est l'avenir de la médecine? Personnellement, j'ose croire le contraire, parce que sinon, on va avoir un gros problème avec la profession médicale. Ou alors, c'est plutôt la profession médicale qui a un gros problème avec elle-même. Donc ça, c'est les questions qui vont se poser, euh, qui se posent à vous tous. Il y a aussi le problème, c'est-à-dire que, par exemple, on vous parle sans arrêt de vaccination. Donc, certains ont dit oui, l'ARN, c'est pas une vaccination. J'ai entendu les médecins me dire ah non, l'ARN, c'est le même principe que la vaccination, sauf que par une autre combine, mais bon, en gros, c'est une vaccination. Là, je ne veux pas vous poser cette question-là, je m'en fiche. Le fait est que dans le Merriam-Webster, donc le Larousse américain, il y a eu une transformation du terme de vaccination. Il y a eu un glissement sémantique, d'accord, en 5 ans. C'est attesté. Vous allez sur n'importe quel site américain, c'est attesté. D'accord. Donc au début, la vaccination, c'était on induisait une immunité, d'accord. Il y a une immunité et c'est ce qui faisait que la vaccination était un terme quasiment magique. Et on vous disait, la vaccination, ça marche quasiment à 100%. Parfois, il faut faire un rappel au bout de 20 ans. En général, c'est bon. Vous n'avez plus à vous inquiéter. D'accord? Puis après, on a dit en gros, on est passé du terme où ça donnait l'immunité à une maladie, d'accord? La vaccination donnait l'immunité, 99%, à un moment où en fait, ça induit une défense immunitaire, d'accord? Donc c'est même plus l'immunité, c'est même plus ça donne l'immunité, ça induit une défense immunitaire. Donc en fait, bah ouais, enfin, ce qui induit le fait de bouffer des chewing-gums sur la table aussi, ça induit des défenses immunitaires, hein, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut se poser des questions. Et le gouvernement se sert sans arrêt de ce terme magique de vaccination, alors que on parle quand même d'un produit qui, aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir reprendre la soupe tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ça s'appelle encore de la vaccination, s'il faut reprendre la soupe tous les 3 mois. Quand on vous dit, un jour le mec vous dit qu'il y a 95% de fonctionnement, puis après en fait c'est 36%. Bon, et à un moment on se fout de votre gueule.
Le fait est que le gouvernement, comme je l'ai dit, va durcir le ton. Cette loi, la loi qui va passer là, va représenter un changement radical. Déjà parce que votre vie sera définitivement, voilà, elle sera finie, d'accord. Votre vie sociale sera finie, vous vivrez une vie de paria si vous avez décidé d'être non vacciné. Mais en plus, le gouvernement va vous regarder, oui, comme une espèce de... Vous allez être persécuté. Alors, moi, je penserais que Macron, il attendrait sa réélection pour persécuter les gens. On a vu à Houston, des gens frapper aux portes, en fait. Commencer à poser la question si vous êtes vacciné ou pas. Alors, je vais vous la faire à l'américaine. Si on vous dit de monter dans le bus, ne montez jamais dans le bus. Jamais. D'accord? Ok? Il y a des gens dans ma famille, en fait, ils sont montés dans des camions. Ils sont jamais redescendus, en fait. Donc, alors je veux bien que la France ne soit pas encore la Pologne, mais je vous rappelle que votre vie n'a pas de valeur pour nos dirigeants. D'accord? Aujourd'hui, sur 67 millions de Français, il n'y a pas beaucoup qui sont utiles à l'oligarchie. D'accord? Arrêtez avec votre post-catholicisme, de croire que votre vie a de la valeur pour ceux qui vous dirigent. Votre vie n'a aucune valeur. C'est juste qu'ils ne peuvent pas tous vous prendre les uns après les autres. Voilà. Donc là, la persécution va commencer. Il va y avoir des listes de non-vaccinés. Ok? Il va y avoir des listes de réfractaires. D'accord? Ceux qui n'ont pas fait la 3e dose, les deux bidosés qui sont pas encore tridosés, ils vont commencer à avoir les miquettes. D'accord? Et on va commencer à leur mettre la pression. Ils vont aussi mettre la pression pour que vous vacciniez vos enfants. On a ouvert la vaccination. Quand on a ouvert la vaccination aux 5-11 ans, ce qui est vraiment la chose la plus immonde qui a été faite de l'histoire de France, parce que quand vous regardez les rapports bénéfices-risques, les risques de myocardite, etc., de péricardite, les risques d'AVC, les risques de thrombose, les risques de stérilité, le fait de vacciner des enfants qui ne transmettent pas la maladie, parce qu'ils sont pas malades, c'est quoi en fait? Et ils instrumentalisent ce climat de terreur et ils filent une soupe dont les éléments sont quand même très inquiétants. Là il y a encore une interview là, qui vient de sortir sur le Well City, la présence de graphène dans les vaccins, d'accord? Donc, enfin, dans la soupe. Donc, il y a un moment, en fait, il faut vous poser, voilà, il faut refuser. Le problème, c'est que le gouvernement va vous persécuter. Il va vous poursuivre avant de vous persécuter. Alors, je veux pas commencer à vous faire du survivalisme. La plupart d'entre nous, on a grandi en ville, et même ceux qui ont grandi à la campagne, ils savent pas forcément cultiver un champ, avoir un verger, etc. Donc, on va tous, si demain on est jeté des villes, on va tous être en grosse galère. Rassurez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. Quoique, pendant la Seconde Guerre mondiale, on est quand même encore beaucoup moins dépendant de l'agriculture industrielle, de la mécanisation, de la fabrication des engrais. Donc voilà. Donc ça, on est dans une situation qui va pas être facile. Après, moi, je pense pas que le système technologique, je pense que le système technologique peut se suspendre, mais je pense pas qu'il s'effondre. Voilà, je pense pas que de toute façon des effondrements technologiques, on n'en a jamais vraiment eu dans l'histoire humaine. Ça, c'est une réalité. Voilà. Par contre, ouais, c'est vrai que parfois il peut y avoir des petits reculs, des petits sauts, voilà, épisodiques. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, il y a des endroits où, voilà, vous étiez vraiment en grosse galère. Et on risque de retrouver des galères comme ça. Alors moi, je crois pas à une éclipse solaire, un orage électromagnétique. Bon, pourquoi maintenant, quoi? Voilà, pourquoi pas des comètes, ce que vous voulez, la fin des temps. Non, non, non. On vit une période difficile. On vit une période qui correspond à certaines données que nous donnent des récits eschatologiques, d'accord? Mais des périodes difficiles et des périodes qui ont paru être la fin des temps, il y en a tous les siècles, hein.
Donc, voilà, et l'histoire, elle s'est pas arrêtée pour autant. Donc, la question qu'il y a derrière, c'est comment esquiver l'État. Alors, ben, déjà, essayer d'avoir plusieurs adresses, si possible des boîtes à l'étranger, des boîtes aux lettres à l'étranger. Essayer d'être mobile, essayer d'avoir une planque à la campagne où la plupart des gens ne savent pas où c'est, ou qu'il y a les gens très très proches de vous qui savent où c'est. Voilà. Essayer de aussi de si on vous alors on vous interdira pas demain les magasins de bouffe, mais par contre l'étau va peut-être se resserrer à certains endroits, donc songez toujours à l'indépendance financière, c'est toujours très important. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais le fait d'avoir un travail indépendant, de pouvoir bosser à distance, de pouvoir être libre de vous déplacer plus ou moins facilement, le fait de pas avoir besoin d'aller dans un magasin de bouffe tous les 3 jours, de pas avoir besoin aussi, alors ça c'est très difficile en ville, surtout à Paris, de pas avoir besoin de passer devant des caméras sans arrêt. À Paris, il y a énormément de caméras, soi-disant pour la circulation. Donc voilà. Après, bon, quand vous êtes militant, vous êtes sous le feu des projecteurs. Donc voilà. Ça, c'est à vous de faire preuve de plus ou moins de discrétion pour pas être dans la ligne de mire et, voilà, et pour pas avoir un petit faisceau rouge entre les yeux. Mais, euh, par exemple, j'ai mon ami Rodolphe Baquet qui a fait cette pétition de plus d'1 million, je crois, il en est 1,2 million, 1,3 million contre le pass vaccinal. Il commence à avoir des petits piratages de ses sites, etc. Bon, alors lui, il est pas en France, donc voilà, il est un petit peu à l'abri. Euh, Toutefois, voilà, on sait par exemple dans la santé alternative que faut avoir des paravents, faut se protéger un petit peu. Faut se protéger un petit peu. Voilà, j'ai cet ami dont je vous parlais hier sur les laboratoires pharmaceutiques qui est contre, voilà, qui est militante contre les laboratoires pharmaceutiques et pour faire le lien entre l'autisme dont son fils a été sujet, auquel son fils a été sujet et la vaccination et les vaccins. Elle a encore reçu des menaces de mort sur sa page Facebook hier. Donc voilà, son fils ne peut pas sortir dehors sans que tu aies un anonyme qui vienne le bousculer ou essayer de le taper. Tu vois. Donc voilà, c'est toutes ces questions à se poser. Alors si vous êtes juste un refusnik, vous avez envie d'un refusnik, c'est quelqu'un qui refuse. C'est un mot polonais, ou slave du moins. Et donc, si vous êtes un refusnik, c'est le niveau basique de la résistance. Bah, voilà, il n'y a aucune précaution qui est inutile. Alors, je sais que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Euh, Maintenant, voilà, si c'est votre niveau de résistance, c'est aussi que vous estimez que vous pouvez résister par d'autres moyens, en finançant d'autres associations, en finançant des gens qui ont le temps et l'énergie de se bouger. Ça, c'est une certitude, et je vous incite à le faire. Et je vous incite aussi à aller en manifestation, parce que ce sont des démonstrations de force qui sont très importantes dans le bras de fer que nous menons face au gouvernement, en fait, indéniablement. Voilà, et ça, voilà, ensuite, comment dire, variant, Olivier Variant. Olivier le Véreux le Véreux, euh, a décidé a dit que Omicron c'était pas une tsunami, c'était pas une vague, c'était un tsunami, c'était pas un tsunami, c'était un mur d'excréments qui allait nous arriver en pleine tronche. Alors, il se trouve que en fait personne n'est mort de Omicron, personne. Personne. En Angleterre, ils ont du mytho pour trouver, ils ont du mitonné pour trouver 10 cas. Donc, bon, hein, voilà, pour le tsunami, c'est raté. C'est un tsunami raté. Je suis sûr que ça lui aura fait très plaisir que beaucoup de non-vaccinés meurent de ne pas avoir pris sa soupe cancérigène. Voilà, hein, mais bon, qu'est-ce qui n'est pas cancérigène aujourd'hui, hein, chers amis? On va dire.
façon, je bois du Coca zéro tous les jours, qu'est-ce que j'en ai à faire? Voilà. Vous pouvez aussi me dire ça, hein. Oui, parce que dans le Coca zéro, c'est plein de trucs cancérigènes. Voilà. Ça s'appelle les édulcorants. Et donc, le faux sucre, quoi. Et donc, il y a une question qu'il faut se poser, toutefois, c'est, bah, bon, le Mario Micron, il est pas là, mais la loi, elle va vraisemblablement passer. Et là, voilà, il faut espérer que cette vague ne vous touchera pas. Faites en sorte que cette vague ne vous touche pas. Alors, c'est bien si vous avez déjà si, bah, vous avez déjà une famille, si vous avez un réseau d'amis qui est capable de vous inviter, vous n'avez pas besoin de sortir au restaurant ou en boîte pour les voir, etc. Bon, pour les boîtes de nuit, vous avez bien compris que de toute façon, maintenant, danser, vous risqueriez de ne plus avoir peur quand vous dansez. Quand vous dansez, vous arrêtez d'avoir peur. Donc, il faut que vous arrêtiez de danser, chers amis. Enfin, attendez. Et puis, vous amusez alors qu'il y a tant de vieux qui meurent. Vous avez pas honte. Et, euh, donc voilà. Donc, il y a un moment, en fait, il y a un moment, bah, si vous pouvez pas militer, militez par procuration, je vous y incite. Faites passer les pétitions, luttez autant que possible contre la loi, et préparez-vous à ce que le gouvernement vous emmerde un maximum, et faites en sorte d'emmerder un maximum le gouvernement pour être le moins visible possible. Voilà. Et faites attention aussi commencez un petit peu à faire attention à qui vous confiez. Voilà, il y a des gens qui sont moins bienveillants que d'autres. Là-dessus, euh, on garde l'espoir, on espère que la loi ne passera pas. En ce moment, il y a beaucoup de débats qui sont faits contre, il y a toute une action civique qui est faite contre cette loi. Et j'ose espérer, les amis, qu'il reste encore une infime chance que d'ici la fin du mois, on reste en démocratie. Donc on va s'accrocher à ça. Et de toute façon, la démocratie triomphera. Je vous embrasse, bye.